Bonjour Daniel Duttard. Bonjour. Alors ceux qui s'intéressent à l'hermétisme ou à l'ésotérisme en général ont entendu parler du mystère des cathédrales ou des demeures philosophales ainsi que de leur mystérieux auteur Fulcanelli. Alors est-ce que vous pouvez, en introduction, nous relater les circonstances dans lesquelles ces ouvrages vont être publiés pour la première fois? Eh bien, nous sommes en 1923. Fulcanelli remet à Eugène Cancellier 3 paquets scellés à la cire contenant des notes manuscrites, avec pour mission de les mettre en forme, de les préfacer et de les publier. Alors, sur chaque paquet figure le titre de l'œuvre auquel font référence ces notes manuscrites. Sur le premier paquet, il s'agit du mystère des cathédrales, sur le second, des demeures philosophales, et le troisième paquet, il est intitulé Finis Gloriae Mundi, autrement dit, la fin de la gloire du monde. Donc, Eugène Cancellier va s'atteler à cette tâche, il va d'ailleurs quitter son emploi, et il va rédiger les préfaces donc, du mystère des cathédrales et des demeures philosophales, afin que ces 2 œuvres soient publiées, et elles seront publiées pour la première fois, respectivement en 1926 et 1930, chez l'éditeur Jean Chémite. Alors, simplement, à titre de précision, il faut savoir que le mystère des cathédrales a été publié pour la première fois en 300 exemplaires. En 1957-1958, Eugène Cancellier va rédiger une seconde préface à chacune de ces 2 œuvres, qui seront publiés cette fois-ci à l'Omnium littéraire. Et enfin, en 1964-1965, Eugène Cancellier rédigera une 3e préface à chacun de ces 2 ouvrages qui seront publiés cette fois-ci chez Jean-Jacques Pauvert, et c'est l'édition dont nous disposons à l'heure actuelle. Alors, en ce qui concerne le 3e paquet, Finis Gloriae Mundi, eh bien, Fulcanelli, en définitive, n'a pas souhaité que ces notes soient publiées. Alors, pour quelles raisons? Selon Eugène Cancellier, c'est vraisemblablement parce qu'elle contenait des informations que Fulcanelli ne souhaitait pas voir divulguées, tout au moins pour l'instant. Alors, entrons maintenant dans l'œuvre elle-même. Est-ce que vous pouvez nous développer quelques thèmes de ces ouvrages? Eh bien, tout d'abord, le mystère des cathédrales. Eh bien, c'est une introduction générale à la symbolique des cathédrales. Pour Fulcanelli, la cathédrale du Moyen-Âge, ce n'est pas uniquement un monument, un édifice dédié à la gloire du christianisme, mais c'est également un sanctuaire de la tradition, de la science, de l'art. Et pour lui, la cathédrale représente une vaste concrétion d'idées. Et pour Fulcanelli, par conséquent, il va s'agir de faire parler la pierre. Mais auparavant, il faut définir, il nous propose de définir ce que l'on entend par l'art gothique, parce qu'il s'agit bien sûr de la cathédrale gothique. Et ça va être l'occasion d'une introduction à ce qu'il appelle la cabale phonétique. C'est ainsi que, pour lui, l'art gothique vient du mot argot, qui était le langage parlé par les argotiers, qui étaient les descendants hermétiques des argonautes, ces marins qui naviguaient sur le navire Argo, et qui parlaient donc la langue argotique, la langue verte, qui était un dérivé de la langue des oiseaux, la langue des philosophes, la mère de toutes les langues, autrement dit, la langue des dieux, autrement dit, le quai savoir. Puis, Fulcanelli, après avoir fait cette digression sur la cabale phonétique, va donc s'interroger sur le symbolisme des cathédrales, sur leur plan, avec de nombreuses références historiques, notamment des références à la mythologie, qui témoignent d'ailleurs d'une haute érudition de l'auteur, tout cela entrecoupé de très belles phrases, parce qu'il faut dire que l'ouvrage est écrit dans un très beau style également. Or, par exemple, de même que l'âme humaine a ses replis secrets, eh bien de même la cathédrale a ses couloirs cachés, pour vous donner une idée. Puis il va passer à l'étude détaillée donc, des cathédrales, disons, emblématiques de cette époque, à savoir Paris, Amiens, Bourges, mais c'est surtout sur Paris qu'il va s'attarder, qui est l'église, l'église philosophale par excellence.
Et c'est ainsi qu'il va en développer le symbolisme, notamment le symbolisme de la façade et le symbolisme plus particulièrement du portail central appelé le portail du jugement dernier. Et il va se focaliser plus particulièrement sur les médaillons qui figurent sur les ébrasements, sur chaque ébrasement de ce portail central, qui sont au nombre de 24, c'est-à-dire 12 de chaque côté, répartis en 2 rangées de 6 chacune, et chaque rangée supérieure symbolisant une vertu, avec, dans la rangée inférieure, le vice correspondant. Eh bien, pour Fulcanelli, en réalité, au-delà de cette apparence, nous avons une représentation de la réalisation du processus de grande œuvre alchimique, d'où leur dénomination depuis de médaillon alchimique de Notre-Dame. À côté de cela, nous avons donc les demeures philosophales. Alors, les demeures philosophales, elles comportent 2 livres, et il s'agit d'un ensemble de considérations sur, comment dirais-je, sur un certain nombre de monuments, disons, emblématiques par leur symbolisme, de documents en général ou d'édifices datant environ du XVIe siècle. Mais il va dans le premier livre, il va revenir un peu sur ce qu'il a dit déjà dans le mystère des cathédrales. Il va, pour lui, la cathédrale est disons que le langage qui est inscrit dans la pierre, qui a été inscrit par le tailleur d'images, ce langage ne saurait mentir à l'opposé des clercs qui, eux, quand ils écrivent, eh bien, quand ils écrivent l'histoire, ça peut être sujet à caution. Il va également parler c'est là où il va aborder l'alchimie proprement dite, l'alchimie notamment médiévale, et il dira à ce propos que l'alchimie positive dans ses faits, l'alchimie, elle, est négative dans son esprit, donc il va comparer l'alchimie à la chimie. Pour lui, en effet, il y a dans la matière, dans les métaux, il y a une volonté métallique. Il parle d'ailleurs de semences métalliques. Et il va développer un certain nombre de sujets qui témoignent en même temps d'une haute culture scientifique. Et c'est donc c'est plutôt dans le 2e livre qu'il va se focaliser plus particulièrement donc, sur ces fameuses demeures philosophales, où il va détecter, il va repérer des symboles de type alchimique qui laissent supposer que leurs constructeurs ou leurs propriétaires étaient des adeptes de l'art royal. C'est ainsi qu'il va développer le symbolisme de la maison de la Salamandre à Lisieux, de celui de la maison d'Adam et Ève au Mans, également le château de Dampierre sur Boutonne en Charente-Maritime, où là il va analyser les caissons de la galerie haute, qui sont à peu près au nombre d'une centaine, et bien il va nous entretenir de ce sujet pendant tout de même 200 pages. Hein. Et puis également il va analyser par exemple le tombeau de François II de Bretagne, qui est situé dans la cathédrale Saint-Pierre de Nantes, où là il va étudier le symbolisme des gardes du corps, c'est-à-dire de ces statues qui sont à chaque angle du tombeau et qui symbolisent une vertu. Et c'est dans le mystère des cathédrales que là, il va y avoir un additif reprenant les notes qu'il avait conservées de ce fameux 3e paquet dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir la fin de la gloire du monde. Alors, pour résumer le propos de ces notes, eh bien, les choses allant trop vite, l'homme a de plus en plus de difficultés à maîtriser d'un point de vue moral le progrès technique. Et donc il faut qu'il s'attende à des chocs en retour susceptibles d'entraîner éventuellement la disparition d'une partie importante de l'humanité, et cela dans un avenir proche. Sujet d'actualité ô combien. Alors pouvez-vous maintenant nous parler de l'homme qui écrivit ces ouvrages, Fulcanelli ? Bien, à vrai dire, on ne sait pas grand-chose. La source d'information, c'est essentiellement Eugène Cancelier. Ce que nous savons, c'est que Eugène Cancelier, pendant la Première Guerre mondiale, nous sommes en 1916, il fait ses études à l'École des Beaux-Arts de Marseille, et là, il rencontre un relieur du nom de Charles Violette,
qui a une bibliothèque constituée de vieux livres anciens et notamment de vieux livres à caractère alchimique. Et il va l'initier donc à l'alchimie en fait. Et c'est là qu'il va rencontrer également un artiste très versé également dans l'alchimie, à savoir Jean-Julien Champagne, qui deviendra d'ailleurs l'illustrateur des œuvres de Fulcanelli. Et il y a des liens très forts qui vont se nouer entre les trois personnages que nous retrouverons à la fin de la Première Guerre à Paris. En effet, Charles Violette habite désormais dans le 6e arrondissement, dans une vaste demeure, semble-t-il, où il a installé au sous-sol un laboratoire d'alchimie. Et c'est là que Eugène Cancellier va le fréquenter assidûment et s'initier donc véritablement à l'art royal. Par la suite, Eugène Cancellier va être engagé pour travailler dans les bureaux de l'usine à gaz de Sarcelles, où il va pouvoir installer un petit laboratoire d'alchimie, un laboratoire un petit peu de fortune, et c'est là que Fulcanelli, en 1922, va réaliser à partir donc de la pierre, à partir de pots de projection, eh bien il va transformer du plomb en or et en or du plus bel éclat. Et il réalisera cette opération une deuxième fois devant plusieurs témoins et après il disparaîtra. Alors, quel personnage se cache derrière Fulcanelli? Est-ce qu'on connaît sa véritable identité? Alors là, plusieurs hypothèses ont été émises. Pour certains, c'était tout simplement Eugène Cancellier, mais on ne voit pas pourquoi il aurait publié tantôt sous son nom et tantôt sous le pseudonyme de Fulcanelli. D'autres ont dit que Jean-Julien Champagne était en réalité Fulcanelli. Eugène Cancellier a toujours affirmé que Jean-Julien Champagne n'était que l'illustrateur des œuvres de Fulcanelli. D'autres ont émis l'hypothèse que ça aurait pu être l'association, en fait, un groupe constitué de Pierre Dujols, qui était un alchimiste, mais en même temps un érudit, très versé dans l'histoire monumentale de la France. L'association donc de Pierre Dujols, Jean-Julien Champagne, et de René Schwaller de Lubitsch, qui était très versé donc dans le symbolisme, hein, puisque nous le savons par ses œuvres. On a parlé également de savants qui étaient fulcanellisables, tels que Camille Flammarion, et puis également Jules Viol. C'est la thèse développée par un auteur qui est assez intéressante, au demeurant. Daniel Duthard, le moment est venu de conclure. Vous avez utilisé l'adjectif fulcanellisable. Est-ce que cette affaire Fulcanelli n'est pas en fait un canular? Alors on a des incertitudes à ce sujet, mais certains l'ont prétendu. Mais quand on lit cette œuvre, on se rend compte qu'elle a été écrite par des gens qui étaient versés dans les hautes sciences. Et il n'est pas impossible, en fait, que l'on soit en présence d'une œuvre collective, qu'il soit une œuvre, disons, qu'un groupe de chercheurs ont souhaité offrir à leurs contemporains, qui était une sorte de somme de la connaissance traditionnelle au début du XXe siècle. Merci Daniel Duthard. Merci.